Bonjour. Et voilà, Bonjour. je pense que c'est parti. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous du coup pour ce nouveau rendez-vous webinaire proposé par notre réseau BGE. Aujourd'hui, on organise un petit point sur la construction de votre protection par l'assurance, la protection de votre entreprise. On a organisé ce rendez-vous en partenariat avec nos experts, la MAF, qui est avec nous pour vous présenter un peu toutes les solutions qui se proposent à vous. On va avoir un petit webinaire du coup qui va durer à peu près une soixantaine de minutes. Il y aura 45 minutes, je pense, à peu près, qui va être orienté plutôt pour vous démontrer un peu tout le panel des solutions qui existent pour vous. Je vais vous faire un petit point présentation de l'outil pour pouvoir communiquer avec nous. Et ensuite, je vais vous laisser mes partenaires se présenter et puis enchaîner avec ce webinaire. Juste pour être OK avec vous, vous avez sur la droite des petits onglets, un petit onglet chat qui vous permet de parler. Donc, si vous voulez nous dire coucou, il y a déjà beaucoup de monde qui nous dit bonjour. Alors, bonjour à tous. À droite du petit onglet chat, vous aurez un autre petit onglet questions qui vous permettra du coup au fur et à mesure du webinaire ou dès maintenant de poser déjà les questions qui vous viennent par rapport à votre projet de création d'entreprise. Donc, n'hésitez pas, on ne va pas pouvoir forcément répondre à toutes les questions sur ce temps-là. On essaiera de faire le maximum et vous inquiétez pas, on vous renverra de toute façon vers votre agent MAF local ou vers votre BGE local pour essayer d'être très complet par rapport à vous. Donc, posez vos questions. Et on a un autre petit onglet à droite, un sondage que nous lancerons dès maintenant où nous vous poserons une petite question, à savoir pour être au plus proche dans les réponses qu'on peut vous apporter. Est-ce que vous êtes en création d'entreprise, en démarche de création ou avez-vous déjà créé, êtes-vous déjà actif? Voilà, j'ai un projet de création sur lequel je travaille, j'ai déjà créé. Vous sélectionnez un des deux, comme ça on va voir à peu près le panel de public que nous avons sur ce temps-là. Donc, on est OK. Premier petit onglet, le chat. On se réfère plutôt à l'onglet questions pour poser toutes les questions et on répond au petit sondage pour nous permettre de voir qui vous êtes. Et je vous propose maintenant de faire connaissance avec Patrick et Isabelle, nos experts. Tout à fait. Bien, bonjour. Ce qu'on peut peut-être faire, c'est passer le… Il y avait une slide. Est-ce qu'on peut la passer? Voilà. Pour voir un peu qui nous sommes. Donc, moi, je suis Patrick Baby. Alors… et il y a Isabelle qui se présentera aussi à côté, bien évidemment. Nous sommes masqués, on est désolé, mais voilà, c'est les conditions sanitaires qui l'obligent. Donc, on va essayer d'être le plus clair possible et voilà, parler au mieux. Donc, on sourit, hein, si vous ne voyez pas, on sourit derrière le masque. Voilà. Donc, moi, je suis Patrick Baby, je suis délégué général en charge des relations avec les institutions professionnelles et les organisations professionnelles pour MAF Assurance. Et donc, notre rôle, c'est effectivement d'apporter, de faire connaître MAF et surtout de faire connaître un petit peu, de vous donner la vision sur quels sont les besoins essentiels en tant que créateur d'entreprise, quels sont mes besoins essentiels pour pouvoir bien me garantir, bien me couvrir et être serein. Donc, ça va être le sujet. Je vais laisser Isabelle se présenter un petit peu. Bonjour à tous. Donc, effectivement, Patrick vous a quand même très bien présenté notre fonction et ce qu'on s'apprête à faire ensemble ici aujourd'hui. J'espère que vous trouverez des réponses à vos questions. En tout cas, on est là pour ça et on est à votre disposition. Donc, Maud. Maud, merci l'introduction. Et Maud, qui suis directrice adjointe de la BGE Normandie et qui exerce depuis 12 ans et qui accompagne les chefs d'entreprise de l'idée jusqu'à la création, après la création d'entreprise depuis 12 ans. Donc, pour vous poser un peu le décor aussi sur notre partenaire, on vous propose quelques petits chiffres représentatifs. Je vous laisse rebondir dessus, Patrick. Bien sûr, je vais les dire. Alors, vous voyez derrière nous, d'ailleurs, écrit entre Isabelle et moi, Covea, puisqu'il faut savoir que MAF fait partie du groupe Covea. Covea est un groupe de sociétés d'assurance qui regroupe 3 marques qui sont MAF, bien sûr, mais aussi MMA et GMF.
Alors, bien évidemment, aujourd'hui, on est là pour vous parler de MAF, bien sûr, parce que nous, on est MAF Assurance. Et pour vous expliquer un peu ce qu'est MAF, MAF, déjà, ça veut dire Mutuelle d'assurance artisanale de France. Et ça, c'est important pour nous parce que le A de artisanal, c'est notre ADN. Enfin, c'est vraiment quelque chose d'important puisque, en fait, on a été créé en 1950 par et pour des artisans. Ce sont les artisans qui, à ce moment-là, se sont dit il faut qu'on trouve une solution pour s'assurer, pour être sûr d'être bien couvert, pour être garanti au mieux. Et donc, on a décidé, enfin, ils ont décidé de créer leur propre mutuelle. Et ça s'est fait donc en 1950. Ça fait donc 70 ans. Et c'est notre anniversaire, d'ailleurs, cette année. Donc, depuis, nous, MAF, bien évidemment, on a toujours été en proximité de l'artisanat, des très petites entreprises et des petites et moyennes entreprises. Mais vraiment, notre cœur de cible, c'est l'artisanat et la très petite entreprise. Aujourd'hui, pour vous donner de la vision, MAF, c'est 3,8 millions de sociétaires et clients, donc pas loin de 4 millions de clients. On a un réseau national qui est sur toute la France, bien évidemment, avec 549 agences. Donc, globalement, on peut trouver assez proche de chez soi, il y a au moins une agence MAF, de toute façon. Et on a aussi entre 300 et 320 chargés de clientèle professionnelle, qui sont des personnes qui se déplacent et qui sont spécifiques pour l'assurance entreprise, enfin, et artisanale. Et ils se déplacent et ils viennent rencontrer, en fait, les chefs d'entreprise pour les assurer, les conseiller, enfin faire tout ce qui est nécessaire pour la vie d'une entreprise, on va dire. MAF, c'est aussi 4 millions de véhicules assurés. C'est aussi 2,7 ou pas loin de 3 millions d'habitations assurées. Et donc, pour dire MAF, en fait, on a deux côtés. On a un côté particulier, on va dire, et c'est tout un chacun, hein, vous, moi ou n'importe qui, on est tous un particulier, donc on assure les particuliers, mais surtout, on assure les professionnels, et vous le voyez, on a dans notre portefeuille 790 000 clients professionnels, donc qui nous font confiance, à la fois pour leurs besoins personnels ou professionnels. On est aussi assureur santé et on a 714 000 bénéficiaires santé à l'heure actuelle. Tout ça pour dire qu'effectivement, on est un assureur complet. On a des solutions sur toute possibilité d'assurance que quelqu'un peut chercher. Et surtout, là, aujourd'hui, on va bien évidemment parler de la partie professionnelle puisque c'est celle-ci qui est importante. Avec tous ces points-là qu'on va revoir effectivement en détail juste après. Pour ceux qui ne connaisseraient pas la BGE, grave erreur. On va remédier ça tout de suite. BGE, c'est un réseau national qui a plus de 40 ans et qui accompagne les créateurs d'entreprises, que je vous disais, créateurs repreneurs d'ailleurs, de l'idée jusqu'à quelques années, voire quelques années après l'immatriculation. On a, comme vous le voyez, 530 lieux d'accueil sur le territoire, donc on est vraiment bien déployé sur tout le territoire national, donc on a vraiment des possibilités de vous rencontrer de façon optimisée. On a 15 000 créations d'entreprises en place, donc vous voyez 53% de femmes, donc les femmes créent aussi des entreprises grâce à BGE, avec BGE, on est assez fiers. 25 000 nouveaux emplois qui sont créés, plus de 1100 conseillers, 33 000 entreprises accompagnées dans leur développement. On ne vous laisse pas tout seul. Une fois que vous avez créé, effectivement, on va toujours chercher à vous aider, à vous développer. Et un taux de pérennité qui est assez remarquable. Voilà, 80% de pérennité à 3 ans, quel que soit le profil. Donc, être accompagné par BGE, c'est quand même gage d'avoir une entreprise qui démarre sur des rails qui sont assez droites, sur quelque chose de solide. Et justement, grâce à l'approche avec nos partenaires et au fait de répondre à toutes vos questions en amont, va vous permettre du coup en aval d'être bien plus armé et du coup bien plus pérenne. Ce qui intéresse tout le monde, vous comme nous. Alors, on va démarrer. Alors, ah oui, excusez-moi. Pour vous resituer quand même, je vous disais, hein, on a des solutions d'accompagnement qui vont être diverses et variées selon les territoires, mais on voit vraiment de l'idée jusqu'au développement de l'activité via des entretiens, un entretien préalable qui va nous permettre de diagnostiquer où vous en êtes dans votre projet, ce que l'on peut vous proposer en termes d'accompagnement, des rendez-vous individuels avec des conseillers
en physique, en visio comme aujourd'hui, en collectif, en individuel, des espaces numériques qui sont ouverts, un bureau virtuel qui vous permet d'échanger avec votre conseiller, d'avoir une base de données et d'outils qui va être appréciable pour monter votre projet, et des formations collectives très très nombreuses sur des domaines vraiment très variés qui vont vous permettre vraiment de solidifier, de consolider vos compétences et d'être plus fort pour le démarrage. Voilà tout ce qu'on peut vous proposer. Je vous encourage pour toutes et tous, si vous voulez plus de détails sur tout ce que l'on peut vous proposer, que ce soit notre partenaire, je vais y arriver, la MAF ou notre réseau, la BGE, de vous rendre sur les sites dédiés et de ne pas hésiter à revenir vers nous en local. Alors, donc on va intervenir effectivement, Isabelle et moi, sur ce sujet, puisque c'est un sujet important pour vous, hein, puisque d'après vos réponses, vous êtes 70% de porteurs de projets et 30% qui sont déjà installés. Donc effectivement, voilà, il y a des questions qui vont vous importer, à la fois qu'on soit porteur de projet en termes de création, ou alors déjà installé. Le porteur, ça va être plutôt pour savoir qu'est-ce qui est important pour moi de m'assurer, et le créateur, c'est de vérifier si ce pourquoi il a opté, c'est en adéquation avec ses besoins. Donc nous, le rôle vraiment de ce webinaire, hein, c'est de vous donner les bases, on va dire, pour pouvoir vous assurer, enfin, qu'est-ce qui est important pour vous, qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier, et qu'est-ce qui peut se faire aussi peut-être dans un deuxième temps. Mais en tout cas, on va aborder l'intégralité, la globalité des besoins d'assurance d'un chef d'entreprise pour que son entreprise soit pérenne. On parlait tout à l'heure, Maud le disait, de pérennité avec BGE, et on est sur des taux de 80% de pérennité à 3 ans. L'assurance peut aider justement à ce que l'entreprise puisse être pérenne. Et alors, donc, pourquoi, par exemple, protéger son entreprise? Tout d'abord, c'est pour anticiper le coup dur, c'est prévoir ce qui est imprévisible. Et souvent, ce qu'on se dit, c'est que, c'est d'ailleurs écrit, hein, l'assurance est trop chère tant qu'on n'en a pas besoin. Mais le jour où on se retrouve face à une destruction totale de son local, par exemple, ou de son entreprise, c'est là qu'on se dit, j'ai bien fait d'avoir mon assureur. J'ai aussi bien fait de faire attention à tous les sujets que nous allons aborder pour que justement, si ça devait arriver, la chose soit le mieux indemnisée possible, enfin le sinistre soit le mieux indemnisé possible, et surtout que vous puissiez reprendre votre activité le plus vite possible, puisque c'est ça le rôle d'un assureur. En tout cas, c'est notre vocation, c'est d'être là pour nos clients, les accompagner tout au long de la vie et du développement de leur entreprise, jusqu'à la cession d'ailleurs, puisque c'est vraiment un accompagnement total, mais aussi être là le jour où, malheureusement, il y a le problème pour lequel on s'est assuré. Ça, c'est important. Alors, on le dit aussi, un sinistre peut être fatal à une entreprise, hein, puisque faut pas. Il y a certains sinistres, certaines entreprises qu'on connaît qui, malheureusement, ont fermé suite à un sinistre énorme, et donc on n'est pas à l'abri, quand on intervient sur un chantier, de faire une fausse manœuvre et de faire qu'éventuellement on met un incendie à une église, par exemple, ou des choses comme ça, et ça peut avoir un impact considérable. Donc, il faut vraiment savoir que le sinistre, ça peut avoir un impact sur la pérennité de l'entreprise, et surtout, ça n'arrive pas qu'aux autres. Souvent, on a bien tendance à se le dire parce que ça arrange, on dit oui, ça arrive qu'aux autres, mais malheureusement non, on connaît tous quelqu'un qui a subi des dommages. Alors, heureusement, généralement, relativement pas trop important, mais cela dit, ça arrive à tout le monde. Donc voilà pourquoi, effectivement, protéger son entreprise. Juste pour info, un incendie, on en parlait tout à l'heure, je parlais d'un incendie d'une église par exemple, mais un incendie sur 3, ça entraîne la cessation d'une entreprise. Il faut le savoir, c'est effectivement, ça arrive assez fréquemment. Alors bien sûr, hein, c'est pas toujours des choses qui vont entraîner la disparition totale, mais on a des exemples régulièrement d'événements qui peuvent entraîner une, entre guillemets, micro-coupure de l'organisation, de la fabrication, mais qui va impacter évidemment ce qui se passe sur l'entreprise. Des exemples, on peut en citer quelques-uns. Oui, dans l'accompagnement,
Isabelle, tu as raison. C'est quelque chose qu'on voit de façon régulière, en tout cas quand on accompagne nos créateurs d'entreprises. Alors déjà, comme disait Patrick tout à l'heure, le anticiper, c'est vrai que c'est pas quelque chose qui est naturel pour vous. En tout cas, vous vous dites souvent, vous avez plutôt ce positionnement, comme je suis assurée à titre particulier, vous pensez pas forcément que de basculer et d'être professionnel, ça a un impact et que du coup, il va falloir anticiper cet impact et qui ne sera pas le même que vous en tant que personne et en tant que particulier. Donc, on l'anticipe avant la création, on l'anticipe même pour des raisons de projection économique parce que forcément et de réglementation parce que selon mon métier, selon mon activité, selon si je suis dans une activité réglementée comme je vais vous dire le bâtiment où il y a des réglementations, des obligations en termes d'assurance, si j'ai un local, si j'utilise un véhicule, je vais avoir un impact au niveau de ma couverture, je vais devoir protéger mon activité, on va y revenir. Et je vais devoir anticiper les coûts pour mon prévisionnel, pour construire mon prévisionnel et du coup, vérifier aussi la viabilité, définir la viabilité de mon entreprise, sa rentabilité, en ayant bien anticipé ces coûts-là aussi. Donc ça, c'est dès la naissance du projet, il faut tout de suite aller à la rencontre de son assureur. Nous, c'est pratiquement vraiment dans les premières démarches qu'on fait faire à nos porteurs de projets. Et effectivement, dans le ça n'arrive pas qu'aux autres, comme le disait Isabelle, on a des vraiment, sans aller sur même des cas extrêmes, mais voilà, on a déjà une petite couturière, j'ai une petite couturière qui, j'avais expliqué la dernière fois, qui dès son démarrage, 2 mois après son démarrage, avait mis son petit atelier dans son sous-sol et une inondation, l'atelier sinistré, tout son matériel fichu, ses stocks. Et dans ces cas-là, on est content d'avoir anticipé. Justement, on est content d'avoir pris la peine de bien voir avec son conseiller ce qu'il fallait faire pour minimiser justement l'arrêt par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'on doit protéger? Bien évidemment, il y a l'entreprise. Alors, ce qu'on appelle l'entreprise, ça va être les locaux, si j'en ai, mais pas que, parce que effectivement, Maud l'a dit tout à l'heure, on peut très bien aussi commencer son activité en démarrant dans sa propre maison personnelle et de n'avoir que une partie bureau, par exemple, qu'on va utiliser professionnellement, ou alors de faire du stockage dans son garage, enfin ce genre de choses. Et ça, c'est effectivement des choses qu'il faut bien évidemment couvrir pour les dommages, incendies, dégâts des eaux, enfin tout ce qui peut arriver, vol, j'en passe et des meilleurs. Mais effectivement, la première chose, c'est l'entreprise, le local, et j'insiste bien, pas que. Si j'utilise mon bureau de ma maison à titre professionnel, il faut d'ailleurs que je le signale à mon assureur, habitation normale, et il faut que je pense à assurer le matériel que je peux avoir à l'intérieur, qui va être par exemple mon téléphone, mon ordinateur, mon fax, peu importe, tout ce que je peux avoir, photocopieur. Et ça, c'est important de le signaler à la fois à son assureur habitation, mais aussi à son assureur pro, si on décide de s'assurer par un pro. Sachant que le mieux, peut-être c'est ce que tu voulais rajouter, ce serait d'avoir le même assureur en fait, pour éviter qu'il y ait des soucis en cas de sinistre. Voilà. L'entreprise, juste pour faire un petit complément, Maud, si tu le permets, l'entreprise, bien entendu, c'est son activité. Quelle activité je fais? C'est votre chiffre d'affaires. Quand on démarre, on a peu d'idées de son chiffre d'affaires, mais des professionnels sont là pour vous aider et c'est donc une projection. C'est se rappeler qu'on fait des points réguliers. Patrick y reviendra tout à l'heure. Donc oui, au départ, votre activité, votre chiffre d'affaires, comment vous êtes organisé, c'est tout ce qu'on va regarder ensemble. Et effectivement, alors tu le disais, l'activité c'est super important puisque effectivement c'est ce qui va. Enfin, quand on dit l'activité, c'est bien faire le point des différentes activités que je fais. Si par exemple je suis dans le bâtiment, je suis par exemple maçon, mais je fais aussi de la charpente, enfin je fais pas mal de choses, il ne faut surtout pas oublier de le dire, il faut vraiment avoir cette bonne approche et justement échanger avec son assureur, enfin son partenaire assurance, pour justement faire l'état des lieux de tout ce que je vais être amené à faire dans mon activité. Parce que parfois j'en oublie.
Et on le verra tout à l'heure quand on parlera des bilans et tout ce qui s'ensuit, mais ça peut être embêtant. Donc effectivement, il faut vraiment faire un état des lieux de toutes mes activités. Qu'est-ce que je vais faire? Comment? Pourquoi? Est-ce que je vais faire de la sous-traitance? Des choses comme ça, parce que ça peut arriver aussi. Et derrière, après, bien évidemment, je reprends ce que disait Isabelle il y a 2 secondes, hein, c'est effectivement avoir une approche du chiffre d'affaires, parce que ça aussi, ça permet de bien assurer l'entreprise. Et puis après, le local aussi, savoir la taille du local, ça c'est important, les capitaux que je veux garantir dedans. Enfin, c'est vraiment une analyse qui est faite donc là avec votre assureur pour essayer de faire le tour de tout ce que vous allez avoir à l'intérieur du local et s'il se passait quelque chose, pouvoir faire que vous puissiez reprendre votre activité au plus vite. Ça, c'est tout ce qui va toucher donc l'entreprise. Ça va alors. Après l'entreprise, il y a quelqu'un d'autre qu'il faut couvrir. Hein, et ça, on n'y pense pas obligatoirement tout de suite parce que tout de suite, quand je me lance dans ma création d'entreprise, je vais penser à justement tout ce que je viens de dire, hein, mon local, mon activité, mes responsabilités civiles, hein, mes responsabilités en tant que chef d'entreprise, mais ma voiture peut-être utilitaire, parce que bien souvent, j'ai un utilitaire, ou ma voiture personnelle que j'utilise à des fins professionnelles. Mais en tout cas, je vais penser à ces 2 choses en premier et je ne pense pas obligatoirement à moi. Mais pour autant, pour être sûr d'être bien couvert, on dit souvent, nous, la santé d'une entreprise passe par la santé du chef d'entreprise. Et donc, en fait, il faut penser aussi à se couvrir soi-même en tant que chef d'entreprise pour tout ce qui peut être justement santé, mais ça, on en reparlera un petit peu en détail tout à l'heure. Ce qui peut être prévoyance, tout ce qui peut peut-être être de l'épargne et tout ce qui s'ensuit pour après. Mais en tout cas, savoir que s'il m'arrive quelque chose, il faut qu'on soit en capacité que l'entreprise puisse continuer à fonctionner. Et la dernière chose à assurer, c'est aussi ses salariés. Alors effectivement, quand on se lance, on n'a généralement pas de salariés. Pour autant, on peut avoir des stagiaires, enfin pas des stagiaires, mais des apprentis éventuellement. Mais en tout cas, si on se développe et qu'on a des salariés, bien évidemment, il faut penser aussi à couvrir ces salariés. Et ça, à partir du moment où on est chef d'entreprise et qu'on a à minima un salarié, la loi nous oblige, hein, l'ANI oblige à proposer des solutions. Alors là, je parle bien du chef d'entreprise, il doit proposer des solutions d'assurance santé collective à ses salariés. Et on en parlera un petit peu tout à l'heure. Donc, en gros, quoi protéger? L'entreprise dans un premier temps, les locaux, les responsabilités civiles, soi-même en tant que chef d'entreprise et ses salariés. Donc, on déclare l'activité la plus complète, la plus détaillée. On fait un point régulier avec son assureur, une fois par an dans les premières années, puis une fois tous les 2 ans après dans les années suivantes, parce que forcément, on a un potentiel d'évolution qui est peut-être plus important dans les premières années, notamment en termes de chiffre d'affaires. Et puis, on rencontre son assureur. Hein, on se méfie des prix trop bas et des offres sur Internet qui, des fois, sont alléchantes, mais avec des réponses qui sont complètement incomplètes en cas de sinistre. Donc, c'est pareil, le petit conseil que je pourrais vous donner aussi, c'est de toujours bien faire valider quand vous n'avez pas rencontré votre assureur ou quand vous avez le moindre doute, c'est de bien lui reposer les choses par mail. Hein. Donc, suite à notre entretien, vous me confirmez que je suis protégée dans le cadre de voilà telle activité, tel local, tel contrat vous avez pu évoquer ensemble. Le tout est d'avoir donné la bonne information. Il faut que vous ayez donné l'information la plus complète possible à votre assureur pour qu'il puisse vous assurer le plus parfaitement possible et ne puisse pas, en tout cas, les compagnies qui peuvent être un peu douteuses ne puissent pas revenir sur des choses qui pourraient vous mettre en péril derrière. J'ai quelques petites questions donc dans notre petit onglet. Comme c'est MLM. Voilà. Est-ce que l'assurance peut concerner les entreprises qui ne travaillent que sur Internet? Donc là, on est sur de la formation en ligne. Alors, au niveau des statuts de votre société, bien sûr que ça peut, enfin de votre société ou pas d'ailleurs, ça dépendra, on verra ça tout à l'heure. Oui, bien entendu, vous pouvez être garanti au niveau de la responsabilité civile. Après, bien sûr, il faut en discuter parce que tout peut dépendre des contrats qui vont vous lier à vos clients, en fait. Donc, oui, c'est tout à fait assurable. Voilà. Et d'ailleurs, il faut le faire. Ouais. Et ce à quoi peut-être on ne pense pas aussi, c'est qu'en plus, au-delà
de l'activité, je vais dire, de technique en elle-même, là, quelle que soit l'activité. Hein. On pense souvent à ce qu'on fait là au moment à l'instant T. Sauf que vous allez aussi avoir des déplacements, vous allez aussi rencontrer des partenaires, d'autres professionnels, des clients. Donc là aussi, vous avez un autre cadre qui se pose et pour lequel aussi il faut que vous vous protégez. C'est pas seulement sur le moment de cette formation, voilà, mais aussi avec tout ce que ça donne comme rendez-vous que vous pouvez avoir ou comme rencontre que vous pouvez avoir ou organiser, en tout cas. Complètement. Alors, hop. Alors justement, on va pouvoir rebondir parce que, en fait, quelles sont les garanties essentielles? On a dit le local, son contenu. Ça, je pense qu'on a été à peu près clair sur le sujet. Donc, j'insiste bien, le contenu, c'est tout mon matériel professionnel que je vais avoir. Alors, quand j'appelle matériel professionnel, c'est, je répète, mon fax, mon photocopieur, mon téléphone, tout ce que j'ai à l'intérieur de ma maison qui va être utilisable professionnellement, mais aussi le stock que je peux avoir. Éventuellement des machines-outils si j'en ai, enfin vraiment tout ce qui peut se trouver à l'intérieur de mon local. Et si par exemple il brûlait, en fait la question qu'il faudrait se poser, c'est si par exemple mon local brûle, combien il me faut pour pouvoir le remettre dans l'état, enfin racheter le matériel que l'on trouve à l'intérieur. Donc si on se pose cette bonne question, déjà on peut avoir une idée du montant de capital à garantir au niveau du contenu. Mais après il y a aussi autre chose, il y a ce qu'on appelle la perte financière. Si par exemple je suis par exemple fleuriste, j'ai donc un local et il y a un dégât des eaux qui fait que malheureusement je ne peux plus travailler pendant 15 jours, le temps que les travaux soient faits. Il faut savoir qu'il est possible et c'est même intelligent de le faire, hein, et ça on vous conseille de le faire, de souscrire une garantie perte financière ou perte d'exploitation qui vous couvre en fait pendant la durée de fermeture de votre local pour les travaux, qui vous couvre les charges fixes qui tomberont et qui vous permettront de justement de ne pas vous endetter, enfin de vous retrouver dans une situation normale, on va dire. On va rajouter, on va parler maintenant des responsabilités. Alors, Maud en a un peu parlé tout à l'heure, mais les responsabilités professionnelles, c'est super important puisqu'il y en a de différents, enfin il y en a différentes hein, quand on est chef d'entreprise. Je suis par exemple toujours fleuriste. Je reçois quelqu'un dans mon local. J'ai par exemple lavé 5 minutes avant, il y a de l'eau, la personne rentre, elle glisse et elle tombe par terre. Ça, c'est de la responsabilité civile parce que j'ai causé un dommage à une personne qui est venue pour acheter quelque chose dans mon local, qui est venu dans mon activité professionnelle. Donc ça, c'est de la responsabilité civile, ce qu'on appelle exploitation, mais peu importe. En tout cas, il y a eu un dommage à cette personne et moi, chef d'entreprise, je suis responsable et je dois indemniser la personne qui s'est blessée. Mais il n'y a pas que ça. Je fais aussi des travaux chez un client. Par exemple, je dois percer une canalisation, ou accrocher quelque chose sur un mur et malheureusement, je perce une canalisation et il y a un dégât des eaux qui en résulte. Là aussi, en tant que chef d'entreprise, j'en suis responsable. J'ai fait une erreur, on va dire quelque part, parce que c'était pas ce qui était prévu, mais en tout cas, j'ai créé un dommage à mon client et donc ça, c'est la responsabilité civile. Donc, c'est tous les dommages que je peux causer aux autres. Ça, c'est super important de garantir un minima. Enfin, tout ce qu'on va vous dire, c'est important, on est bien d'accord, mais la responsabilité civile est vraiment une base d'un contrat d'assurance professionnel. Ensuite, on a aussi la protection juridique. Donc, la protection juridique, c'est tout à fait conseillé parce qu'on peut se retrouver face à des clients dans des situations conflictuelles suite à un chantier qu'on a pu faire ou un travail qu'on a réalisé. Et justement, la protection juridique est là pour aider en cas de, justement, problème, de litige, peut-être même d'aller devant le tribunal ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, c'est important d'avoir ce genre de choses pour vous aider. Juste, j'en profite, je ne mets pas la question à l'écran, mais on est au bon moment pour répondre à la question. L'un d'entre vous, Aline, indique que qu'en est-il si je travaille à domicile? Je suis secrétaire indépendante, par exemple. L'assurance personnelle suffit-elle? C'est exactement ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Je ne sais pas si c'est Maud qui le disait. Donc, l'assurance personnelle n'intervient aucunement sur la partie professionnelle. Ce sont deux domaines bien distincts. Donc, effectivement, vous allez avoir toujours à domicile votre maison assurée. Et si vous avez un bureau que vous utilisez à titre pro, il sera couvert à titre pro. Et votre responsabilité civile vie privée ne vous couvre pas
pour les activités qui concernent la partie professionnelle. Voilà, c'était une petite digression. Ensuite, on a les ressources, qui peuvent être bien évidemment les ressources humaines, les stocks, tout ce qui s'ensuit. Et après, on a aussi la mobilité. Alors ça, faut y penser. On parle auto-vélo, mais on a mis 3 petits points. Parce que la mobilité, c'est quoi? Aujourd'hui, on est très nomade quand on est déjà particulier ou même et surtout chef d'entreprise. Bien évidemment, il y a sa voiture. Alors la voiture, en fait, si j'ai une voiture personnelle que j'utilise à titre professionnel, il faut que je le déclare à mon assureur. À l'inverse, si j'ai une voiture professionnelle, je l'utilise personnellement, c'est moins embêtant. En tout cas, il faut bien évidemment, c'est un peu comme ce que disait tout à l'heure Isabelle, il faut vraiment faire le distinguo entre ma partie personnelle et ma partie professionnelle. Donc mon véhicule, même si c'est mon véhicule personnel et que je l'utilise à des fins professionnelles, je dois le déclarer à mon assureur pour que justement il modifie légèrement, enfin qu'il le prenne en compte dans le risque en fait de mon véhicule, pour que s'il m'arrive un accident justement professionnellement, je sois bien sûr bien garanti. C'est des choses auxquelles on ne pense pas obligatoirement, mais c'est super important. Je suis, même si dans le cas de tout à l'heure de la personne qui disait qu'elle travaillait chez elle, si elle doit faire des déplacements à titre professionnel pour son entreprise alors qu'elle travaille chez elle, on est bien d'accord, elle doit avoir aussi une garantie, enfin doit déclarer qu'elle utilise son véhicule à des fins professionnelles. Mais après, on peut aller plus loin parce qu'on parlait d'auto, mais il y a aussi maintenant toutes les nouvelles façons de circuler, comme le vélo et tout ce qui s'ensuit. Ça aussi, effectivement, il faut penser à l'assurer si je l'utilise à des fins professionnelles. Mais au-delà de ça, quand on peut appeler la mobilité, c'est aussi ma tablette, mon ordinateur portable. Quand je me déplace et je vais chez un client, je le fais tomber, quelqu'un me bouscule, il se casse. Il faut penser aussi à assurer tout son matériel pendant qu'on fait ces déplacements professionnels. C'est vrai aussi si je suis en séminaire, enfin c'est vrai dans tous les déplacements que je peux faire, pas obligatoirement chez un client, mais ça peut être aussi dans des réunions, peu importe. Mais avoir ça bien en tête, penser ce que l'auto, on n'y pense pas obligatoirement, mais c'est important. Même titre que la maison, comme on le disait tout à l'heure, si elle est perso et pro à la fois, il faut y faire très attention et le déclarer à son assureur. Et surtout penser responsabilité civile, professionnelle, qui n'est pas la même que la responsabilité civile personnelle. Et la question que je vois arriver, parce que je l'ai à chaque fois, mais comment ils savent que ce sont des déplacements professionnels ou personnels? Alors, effectivement, il ne sera pas là derrière vous comme un espèce de film d'horreur à regarder les kilomètres que vous faites entre chez vous et puis un éventuel rendez-vous. On partira du principe que de toute façon, tous les déplacements, à partir du moment où vous êtes professionnel, peuvent se faire dans un cadre professionnel. Donc, de toute façon, il n'y aura pas de distinguo. D'accord? C'est pour ça que c'est super important de le faire. Ce que je compare souvent, ce que je dis souvent aux poupées russes, le professionnel, c'est la poupée russe qui englobe le particulier. Donc, quand je suis couverte en professionnel, je suis couverte en tant que particulier également. Donc, c'est pas, effectivement, on va pas le voir immédiatement sur du petit sinistre, j'ai envie de dire. Mais là où ça peut tout de suite, parce que il y a des sinistres qui sont très vite réglés. Si vous avez un sinistre plus important, c'est là où ça peut faire très mal si vous ne l'avez pas fait. Et vous êtes un peu tous comme des adolescents dans ces cas-là. En tant que créateur d'entreprise, on se prend pour Superman, il ne nous arrivera rien. Il arrive, je suis désolée de vous le dire, mais souvent des choses. Donc, il vaut mieux anticiper, il vaut mieux tout de suite faire la démarche plutôt que de se prendre un mur derrière. Surtout que, on l'a pas dit, mais c'est pas forcément des coûts exorbitants non plus. Surtout quand on fait le complément sur le véhicule de particulier à professionnel, ça triple pas votre cotisation. Il faut aussi en être conscient. Il y a des assurances qui vont coûter plus cher, effectivement, selon les métiers, mais ces protections-là, c'est pas non plus des coûts de fou. Et vous créez une entreprise. Si l'entreprise, elle n'est pas en capacité de se protéger, de vous protéger, c'est que déjà, on a un problème. Donc, on n'est pas Superman, on anticipe ces questions-là. On a une petite question. Oui, on l'a fait passer parce que visiblement, ça intéresse du monde. Donc, effectivement, il y a des professions réglementées, des professions qui ne le sont pas. Les professions réglementées, elles doivent répondre à certaines conditions.
Oui, légal, bien généralement légal. Hein. Exactement. On peut trouver comme type de profession réglementée des architectes, par exemple. C'est une profession réglementée qui vont devoir produire des garanties spécifiques qui sont liées à cette activité. Donc, si la question c'est est-ce qu'il y a des différences d'assurance, moi, ce que je comprends dans la question, c'est des différences de garantie. Oui, bien évidemment. Si la question, c'est peut-être plutôt une question de différence de coût d'assurance, oui, également. C'est vrai aussi, oui. Et après, il y a certaines professions qui sont, on va pas dire réglementées, parce que si on prend le bâtiment, il y a une obligation d'assurance, par exemple, en décennale. Oui, tout à fait. Et là, de ce fait, si je suis effectivement maçon, si je construis des ouvrages, puis il n'y a pas que les maçons, hein, il y a une grosse partie, on va dire, du bâtiment. À partir du moment où je construis quelque chose, je dois pouvoir avoir une garantie qui couvre pendant 10 ans les travaux. Et ça, donc, c'est une garantie spécifique, mais en échangeant avec son assureur, justement, c'est bien dire ses activités. C'est ce dont on parlait tout à l'heure. Hein. Si je dis, voilà, moi, je fais de la maçonnerie, du carrelage, de machin, et ben, mon assureur en face, il va me dire, ah, vous êtes, donc, ça représente quoi, quasiment toute votre activité? Oui, tout à fait, je suis à 100% dans le bâtiment. À partir de là, il vous est obligatoire et impératif de prendre une garantie décennale. Donc, c'est une garantie spécifique que n'a pas besoin, par exemple, le fleuriste qui, lui, a besoin d'une responsabilité civile professionnelle normale, celle dont je parlais tout à l'heure. Et donc, ça existe, mais ça existe aussi pour certaines professions, quand on est peut-être médecin, choses comme ça. Ouais, je sais pas, il y a des médecins aussi, oui, effectivement. Réglementé, oui. Oui, et c'est pas parce que votre voisin, votre copain ou votre cousin ou votre cousine ou votre tante n'a pas que ce n'est pas obligatoire. Je suis bien désolée. S'il y a une réglementation, il y a une réglementation. D'accord? Donc, il faut vraiment que vous soyez bien au fait. C'est pour ça qu'on disait il faut anticiper ces aspects-là et tout de suite se poser ces bonnes questions sur mon activité est-elle soumise à une ou plusieurs réglementations qui va impacter derrière. Et ce n'est pas non plus une question, puisque je la vois arriver aussi, une question de statut. D'accord? Quel que soit votre choix de statut ou de régime, s'il y a une obligation de réglementation sur ces garanties-là, vous devez la prendre. Exactement. Mais votre entreprise sera tout à fait en capacité de s'assurer, pas de souci, puisque vous allez faire du chiffre d'affaires. C'est le but. C'est le but. Alors, comment aller plus loin? Donc, on parle bien de co-construire. Enfin, vous avez vu le titre tout à l'heure qui s'appelle co-construire son contrat d'assurance. En fait, on parle vraiment de co-construire. Et je pense, ce que j'espère, c'est que vous l'ayez bien compris et bien en tête maintenant, qu'en fait, vous devez être acteur en fait dans la mise en place de votre contrat d'assurance. Donc, en se posant toutes les questions dont parlait Maud tout à l'heure, quelles sont mes activités, quels vont être mes besoins, enfin, vraiment se auto-diagnostiquer tout ce dont j'ai besoin pour que mon entreprise fonctionne et surtout ce qu'il faudrait si j'avais un souci pour qu'elle puisse continuer de fonctionner. Et ça, je vais échanger avec mon assureur pour que justement mon contrat il soit le plus adapté possible à ma situation et à mes besoins. Et je rejoins ce que disait Maud il y a 2 secondes, c'est que tout le monde, chaque entreprise est différente en fait quelque part et chaque entreprise a des besoins différents. Et c'est pas parce que notre voisin, comme vous le disiez Maud tout à l'heure, a tel type de garantie que moi c'est obligatoirement celle-ci que j'ai besoin. Peut-être que c'est le cas, mais je dois creuser avec mon assureur parce que peut-être que j'ai des choses plus spécifiques. Et puis de toute façon, elles sont obligatoirement spécifiques parce que les activités ne sont jamais tout à fait les mêmes. Les contenus, enfin les besoins de choses à garantir ne sont jamais les mêmes. Donc ça, c'est super important d'être acteur dans la création de son contrat. Ensuite, il faut donc prévoir une protection globale et adaptée. On va continuer, hein. Isabelle va vous en parler parce que c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure, l'entreprise, le chef d'entreprise et les salariés, ça c'est important. Se projeter aussi sur l'avenir. Parce que c'est se dire, dans 2 ans, peut-être, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais avoir besoin de recruter? Est-ce que je vais agrandir? Est-ce que je vais faire d'autres activités? Est-ce que je vais agrandir mon local? Ce genre de questions, elles sont importantes parce que faut là aussi anticiper, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, et donc il faut que je puisse le faire en amont pour savoir quels impacts ça peut avoir sur mon contrat. Et surtout, pour me projeter, parce que mon entreprise, je souhaite qu'elle soit pérenne. Donc, qu'est-ce que j'attends dans 2 ans, où j'espère être. Et pour cela,
on propose aussi de faire des bilans fréquents. Alors, ça peut être tous les ans, tous les 2 ans, mais en tout cas, c'est important de faire des bilans avec son assureur pour refaire le point sur sa situation et pour se reposer ces bonnes questions qui sont: est-ce que je fais toujours cette activité? Est-ce que j'ai toujours tant de salariés? Est-ce que j'ai toujours tel chiffre? Parce que ça peut avoir de l'impact sur des besoins d'assurance complémentaires, voire aussi sur des besoins des assurances abaissées, parce que au départ, par exemple, j'ai 3 salariés et puis l'activité fait que tout compte fait, j'en ai plus que 2. Ça aussi, ça peut avoir de l'impact à la baisse sur mon contrat d'assurance. Et c'est important. Et ensuite, il faut aussi avoir en tête à penser à la transmission de son entreprise. Et ça, bien souvent, le chef d'entreprise, il a le nez dans le guidon, ce qui est bien, parce qu'il est dans son activité, il est dans son boulot, et c'est ce qu'il a besoin de faire d'ailleurs. Pour autant, il ne pense pas obligatoirement à la transmission de son entreprise. Et des fois, il arrive, il va avoir 50, 55 ans, il va être à fond dans son entreprise, et au moment où il va quitter son entreprise, il aura du mal à trouver un repreneur, à la vendre correctement. Donc, c'est vraiment des choses qui se travaillent en amont avec des experts. Donc, ça peut être avec, bien sûr, des GE, mais ça peut être aussi avec nous, pour réfléchir à quelles solutions on peut avoir pour faire que mon entreprise soit pérenne. Parce que quand on crée une entreprise, c'est pour qu'elle dure. Et c'est bien aussi soit de la redonner ou de la transmettre à un de ses enfants ou à un salarié ou peut-être à quelqu'un d'autre. Mais enfin, on est toujours content quand on a créé quelque chose et que ce quelque chose continue de fonctionner même après que l'on ait arrêté son activité. C'est ça. Voilà. Très bien. Donc, on arrive sur le chef d'entreprise. Le chef d'entreprise, on l'a dit en début d'intervention, Patrick le soulignait, Maud l'a souligné aussi, vous êtes le rouage essentiel, le rouage vital au bon fonctionnement de votre entreprise. Vous allez, au moment de la création, devoir choisir vers quel statut vous allez opter. Nous, on n'est pas là pour parler des statuts et d'être dans la réflexion de ce que je choisis, ce n'est pas notre rôle. En revanche, vous avez le statut de travailleur non salarié et les statuts d'assimilé salarié qui donnent des choses différentes au niveau comptable, au niveau social. Mais nous, par contre, ce qu'on peut vous dire, c'est que quel que soit ce statut, quel que soit ce que vous décidez au départ, que vous soyez travailleur non salarié ou assimilé salarié, clairement, les garanties de base qui sont prévues du coup par les organismes sociaux, par la sécurité sociale des indépendants ou par la sécurité sociale par rapport au statut d'assimilé salarié, ces garanties sont insuffisantes. Je prends mon temps pour dire ça parce que vraiment, c'est une chose qu'il faut avoir présent à l'esprit. On n'a pas tous la même sensibilité par rapport au fait de se protéger soi-même par rapport à ce qui peut nous arriver. Et c'est pour ça que quand vous êtes avec votre partenaire au niveau de l'assurance, ce sont des choses qui se discutent parce qu'on va en tenir compte. Mais les garanties complémentaires, c'est quelle que soit votre sensibilité, quelle que soit votre façon d'aborder l'avenir au niveau de la santé, c'est quelque chose qu'on met en place à différents niveaux en fonction de ce que vous souhaitez. Ce qu'il faut comprendre, c'est que à travers ça, vous cotisez sur les mêmes lignes qu'un salarié, globalement, sauf pour l'assurance chômage, mais pas au même taux. Pas au même taux. Et culturellement, on a l'habitude maintenant d'être pris en charge quand on est salarié. On a l'habitude d'aller chez le médecin ou si on est malade, de toucher nos indemnités et d'avoir notre salaire global qui est retrouvé pratiquement en totalité. Quand on est indépendant, on ne peut pas envisager ça parce qu'on ne cotise pas autant qu'un salarié. Il faut juste pour 2 secondes pour remettre quand même les choses à leur place. N'oubliez jamais qu'en tant que salarié, il y a une part patronale, il y a une part salariale, d'accord ? Très court, par rapport à votre salaire net, on va dire que les cotisations sociales, ça représente entre 80 et 90% de votre salaire net. D'accord ?
Donc, vous imaginez bien que sur un gérant qui va cotiser à hauteur de 47% ou même 70%, eh ben, la barre, forcément, ça sera pas au même niveau. Il va falloir compléter ça grâce aux assurances complémentaires pour essayer de retrouver votre équilibre, qui sera différent. C'est ce qu'on disait, hein. Vous n'avez pas le curseur tous au même endroit. Il y en a avec 500 €, ça ira très bien par mois, mais il y en a en dessous de 3 000 €, ça ne sera pas suffisant. Donc, l'idée, c'est de retrouver quelque chose qui soit absorbable pour vous et votre famille derrière. C'est quelque chose qui me tient à cœur parce que souvent, les gens passent à travers et c'est hyper important pour moi que vous ayez ça aussi dès le démarrage. Je sais que c'est pas la responsabilité civile professionnelle qui, pour moi aussi, enfin, c'est des obligations, voilà, il n'y a pas de souci. La santé, c'est pas l'obligation en tant que telle. Pour moi, ça devrait en être une parce que c'est très, très important. Là, je vais faire mon vieux dinosaure pour avoir vu des fois des catastrophes arriver et qu'on ne peut pas prévoir. Ça me soulage de savoir que les gens sont bien, bien protégés de l'autre côté. Donc, sur ça, sur la protection sociale, sur les compléments d'indemnité journalière dont Isabelle va vous parler dans 2 secondes, voilà, passez pas à côté. C'est hyper, hyper important. C'est super. Je suis sans voix, je ne peux rien rajouter. Parfait. Allez, oui, donc effectivement, c'est quelque chose qui tient à cœur vos garanties personnelles, parce qu'en fait, si vous n'êtes pas hyper acteur de ça, comme il n'y a pas d'obligation, donc effectivement, on peut passer à côté de quelque chose et c'est vous êtes important, je suppose, à vos propres yeux, donc n'occultez pas cette notion-là. Pour revenir un peu plus dans un cadre des contrats d'assurance, oui, les indemnités journalières, qu'est-ce que c'est? C'est un montant qui est calculé, qu'on calcule ensemble pour que on puisse maintenir votre niveau de revenu par rapport à ce que va vous donner les organismes sociaux en cas d'arrêt de travail, maladie ou accident. Grossièrement, c'est ça. Vous allez recevoir quelque chose des organismes sociaux et votre assureur est là pour compléter ça à hauteur de ce qu'on aura défini ensemble. Bien entendu, c'est lié à un tas de choses. Ça, c'est vraiment lié au montant défini, c'est lié à votre âge, c'est lié à la durée qu'on peut choisir. Des indemnités journalières, on peut les choisir de se les faire verser pendant 3 ans ou on peut choisir, et je vais rajouter ça, de percevoir au-delà des 3 premières années une garantie qui est la garantie invalidité, c'est-à-dire ça prend le relais des indemnités journalières, ça s'appelle une rente et ça vous est versé jusqu'au maximum l'âge légal de la retraite. Ça, c'est quand on est dans une situation, oui, dramatique, où on n'est plus en capacité de reprendre son travail et que donc, on se retrouve confronté au fait de devoir pouvoir assumer le quotidien sur une très longue durée. Tu veux rajouter quelque chose, toi, Maud? Non, très bien. Non. On va essayer de répondre aux questions parce qu'il ne reste plus que 10 minutes et puis on va essayer de répondre aux questions derrière après. Ouais. Je te laisse. On va aller super vite. La prévoyance, c'est les indemnités journalières, la rente invalidité, c'est aussi un capital d'essai pour mettre à l'abri sa famille, l'entreprise, ça peut être les salariés aussi. Oui. Quand on est dans ça, on prévoit aussi, même si on démarre, même si on est à la notion de projet, qu'est-ce qui va se passer quand je vais arrêter, quand je serai plus en activité. C'est la garantie retraite complémentaire. Je vais vite, du coup. Et toutes ces garanties, elles bénéficient d'avantages fiscaux. Ça s'appelle la loi Madeleine. C'est aussi quelque chose qui vous permet de pouvoir le prendre en bénéficiant d'avantages. En fait, c'est déductible des charges de l'entreprise, donc c'est hyper intéressant fiscalement, mais on pourrait y revenir individuellement. C'est des options qui sont intéressantes pour vous quand vous voulez optimiser aussi les revenus indirects, etc. C'est des stratégies à avoir qui sont très intéressantes. Mais du coup, ça, on pourra en parler en individuel avec chacun selon ses options de statut et de. Exactement.
Ensuite, pour finir, alors du coup, on va aller très vite. Il y a la partie santé collective. Ça, c'est pour vos salariés. Vous êtes dans un domaine, on va dire, je ne sais pas moi, vous avez un restaurant. Dans un restaurant, il y a une convention collective qui indique que les salariés doivent bénéficier d'une garantie mutuelle obligatoire avec tel type de garantie et d'une garantie de prévoyance collective aussi, c'est-à-dire que on garantit la partie mutuelle et on garantit les arrêts de travail. Ça, c'est la partie ça dépend des conventions collectives. Hein. Je fais très court. C'est aussi ouvert la partie mutuelle collective aux gens qui sont sur le statut d'assimilés salariés. Ça, c'est intéressant aussi. Ce sont des garanties qui permettent aussi de fidéliser ces salariés. Il ne faut pas l'oublier. Ça fait partie des avantages. Parfois, on le vit comme une contrainte. La contrainte n'est pas toujours ce qu'on croit en fait. On peut en faire un avantage. Et on finit sur l'épargne collective qui bénéficie des mêmes choses en fait. C'est quelque chose qui permet de fidéliser, que ce soit le travailleur non salarié ou ses salariés, on peut bénéficier de ça. Ça donne des avantages fiscaux et sociaux. Donc, ça reste quelque chose d'hyper intéressant, mais ça, effectivement, on en discute, on le pose et on se projette avec ça. Voilà. Donc, on est arrivé à la fin. C'est vrai qu'on a peut-être un peu sur le collectif et avec les salariés, il ne faut pas hésiter effectivement à revenir directement avec son conseiller, voilà, parce que c'est pareil, stratégiquement, ça peut être aussi très intéressant en termes de fidélisation et puis défiscalisation, et puis on ne paye pas la cotisation dessus, de la charge sociale dessus. Donc, enfin, il y a des choses qui sont vraiment intéressantes. Donc, il faut vraiment retourner, n'hésitez pas à retourner sur les sites en local avec vos agences MAF ou sur le site pour voir un peu où ils se situent. Et puis, à poser des questions aussi à votre interlocuteur BGE aussi qui peut peut-être vous aider aussi à répondre à certaines questions et à vous mettre en contact de toute façon avec nos partenaires de la MAF. Alors, il y a eu une question justement qui a été posée par Olivier Diamante qui disait vers quel service de la MAF peut-on demander un devis, par exemple? Oui. Et justement, le site, alors, d'abord, le site MAF. Sur le site MAF, on est capable de faire un devis soi-même, déjà dans un premier temps, pour un premier contact. Donc ça, si on est pressé, on peut tout de suite le faire. Après, on a aussi le 3015. Le 3015, c'est notre numéro de base, on va dire, quelque part, sur lequel on tombe obligatoirement sur un conseiller MAF et qui va pouvoir, vous apporter la réponse en direct, vous faire le devis, éventuellement, si vous êtes intéressé et aller plus loin, même avancer dans le projet, et si besoin, prendre rendez-vous avec un de nos collaborateurs pour qu'ils viennent vous voir directement chez vous ou sur votre site, enfin sur votre local. Donc, effectivement, bien penser au site MAF, parce que là, on a un accès directement, il y a MAF Pro, vous le verrez, il n'y a aucun souci, et vous avez la capacité de faire un devis en temps réel, d'être appelé si vous le souhaitez dans la foulée, et surtout, sinon, si vous souhaitez avoir un contact directement avec un collaborateur, c'est le 3015. Après, comme je le disais, on a des collaborateurs partout en France et donc on a une capacité à venir vous voir très rapidement et voilà, pour apporter des solutions. On peut d'ores et déjà assurer de suite, par exemple, enfin, dans un premier temps, et finaliser avec un collaborateur ensuite. Oui, il y a de toute façon notre collègue Anne-Gaëlle qui est en train de vous mettre dans la barre de chat pour tout le monde. N'oubliez pas, vous pouvez revenir. Elle vous a mis tous les liens. De toute façon, pour revenir justement à la MAF, pour revoir vos agences en local, BGE Asso aussi, donc faut pas hésiter là-dessus. Pour répondre on a quelques questions, on a encore quelques petites minutes, là, de 3 minutes, on peut reprendre peut-être des questions. Il y avait quelles précautions, formalités prendre quand on sous-loue des locaux dont on est propriétaire ou non à d'autres professionnels. Donc, sous-location. Donc, en fait, quand vous sous-louez, après, c'est exactement comme dans n'importe quel cadre en termes de location. Vous sous-louez une partie ou l'entièreté de votre local à quelqu'un d'autre. La personne qui rentre va prendre un contrat d'assurance. De la même manière que vous assurez les murs puisque vous êtes propriétaire. Je ne sais pas si c'était l'objet de la question.
je suis propriétaire, je donne en location mon bien. Celui qui rentre professionnel doit pouvoir être assuré pour ce qu'il fait et fournir une attestation d'assurance, c'est peut-être pas mal. Je suis propriétaire, j'occupe le local et je le sous-loue ou j'en sous-loue une partie. Ben pour la partie sous-louée, c'est la même chose. Il faut qu'on ait demander une attestation d'assurance pour être tranquille, pour être certain que la personne qui est le sous-locataire sera assurée. J'espère que j'ai répondu à la question. Hein. J'ai une autre question de Maud de la BLSU. Je ne fais pas de favoritisme. Hein, voilà, pas du tout. On dirait quand même. Quid des garanties complémentaires? Je suis présidente de SAS sans rémunération et indemnisée par Pôle emploi. Les cotisations complémentaires sont-elles assimilées à une rémunération? Dans ce cas, les droits au chômage sont-ils diminués d'autant? Non, les cotisations complémentaires ne sont pas considérées comme de la rémunération par Pôle emploi. Ce que va regarder Pôle emploi, de toute façon, c'est vraiment la prise de rémunération du président, d'accord, du dirigeant. Donc, il n'y a pas de souci sur les contrats d'assurance complémentaire. Ce n'est pas assimilé en rémunération par Pôle emploi. Donc, pas de souci sur le maintien de vos droits ARE. Voilà, c'était la bonne stratégie, le maintien ARE. Ok. Puis-je assurer le matériel que je loue et qui est installé chez le client? N'est-ce pas l'assurance du client qui doit le prévoir? Puis-je assurer le matériel que je loue? Qui est installé chez le client. Donc, je loue du matériel et il est installé chez le client. C'est ça. Je ne suis pas sûre d'avoir… Moi, ce que j'en comprends, la personne, voilà, c'est ça. La personne loue du matériel lambda. Et tu le laisses chez ton… D'accord. OK. Alors, si c'est vous qui louez le matériel en question, forcément, c'est vous qui en êtes responsable et pas votre client. Donc, ce qui veut dire que c'est à vous de faire le nécessaire pour avoir une garantie qui fonctionnerait, ce qu'on appelle chez nous la mobilité finalement, qui fonctionnerait quand ce matériel n'est pas donc dans votre local, mais quand il est chez quelqu'un. Donc, effectivement, je loue quelque chose, c'est moi qui en suis responsable, c'est à moi de faire en sorte de me garantir. Ouais, même si le client abîme du coup le matériel ou utilise mal le matériel, c'est ça que je pense aussi que… le client, n'est-ce pas l'assurance du… Alors, moi, j'entendais dans la question que j'ai du matériel professionnel, mon matériel professionnel que je loue, que je laisse chez le client. Donc, le client n'est pas censé l'utiliser, en fait. C'est peut-être pas tout à fait ça la question, en fait. Et s'il loue au client? Et s'il loue son matériel au client? Alors là, on n'est plus dans la même démarche. Ça veut dire que quand on loue du matériel, soit on est loueur, et donc, ou soit c'est occasionnel, mais dans ces cas-là, son assureur doit être informé. Moi, je veux louer, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, 3 de mes ordinateurs à 3 clients, je les mets à disposition, je les loue. Il faut que je sois certaine que dans mon contrat d'assurance, je sois couverte pour ça, s'il m'arrive quelque chose quand même. Et effectivement, après, il y a peut-être un contrat qui va lier le loueur à la personne, au locataire en fait. Donc, voilà, c'est un peu compliqué parce qu'il faudrait qu'on soit certaine de ce qui est entendu exactement dans la question. C'est ça. D'où revenez nous voir tous. C'est ça. Parce qu'il y a toujours, vous avez toujours des cas spécifiques. Oui, effectivement, sur des cas spécifiques comme ça, effectivement, on peut apporter une bonne réponse, mais ça, c'est du face à face, tout à fait. C'est beaucoup plus facile à expliquer, Oui, tout à fait. Je ne sais pas, je laisse mon modérateur, je pense qu'on peut peut-être continuer 2 secondes. Il y a une nouvelle question. Quelle est la différence entre… Il y a une question BGE peut-être. Sur… Quelle est la différence entre BGE et un incubateur? Peut-on être accompagné par les 2 structures? Oui, vous pouvez être accompagné par les 2 structures. Oui, sans problème. On va préparer, on préparera de toute façon le projet
sans aucun souci et qui va commencer à naître dans l'incubateur derrière. Il n'y a aucun souci pour cumuler les deux. Pas de problème. Pas de problème. On vous accompagne quel que soit le stade du projet ou le besoin, comme le dit notre modérateur. On continue encore avec le petit… je continue encore 2 minutes sur les petites questions pour essayer de répondre à un maximum de monde. Tac. Quid de l'assurance d'une application mobile proposant des jeux géolocalisés? On est sur des choses très, très spécifiques. C'est hyper spécifique. On ne peut pas faire une réponse générale sur ce genre de choses. Franchement, c'est hyper pointu. Oui. Donc, va falloir savoir dans quel cadre, comment, pourquoi. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, en fait. C'est que ça ne se pose pas en 2 minutes. En fait, il faut vraiment comprendre tout ce que vous allez faire. Donc, c'est vraiment un entretien individualisé. Répondre comme ça dans l'instant, ça serait répondre… C'est le risque de vous répondre à côté. Oui, des choses très spécifiques comme ça. Donc, il faut vraiment que ça soit individualisé. Je rebondis aussi là-dessus parce que il y a Xavier Laguerre, du coup, qui nous dit, en ce qui concerne une décennale, à combien s'élève vos niveaux de franchise? Eh ben, c'est pareil. Tout dépend de votre activité, tout dépend de ce que vous allez faire, comment vous allez le faire, avec qui vous allez le faire. Donc, c'est pareil. Il y a des choses où il faut vraiment revoir son conseiller pour être au plus proche de votre réalité, en fait, de terrain. Réalité et besoins, tout à fait, absolument, oui. Anne-Gaëlle me dit qu'il y a plusieurs personnes. Anne-Gaëlle, c'est notre gentil petit derrière. Elle me dit, elle a relevé que plusieurs personnes demandaient s'ils pouvaient changer de contrat en cours, quand un contrat est entamé déjà avec un partenaire assurance, et si oui, comment ça se passe? Alors, les contrats… Allez vous voir, mais sont engagés ailleurs. Peuvent-ils divorcer? Alors, on peut toujours, bien sûr, mais Isabelle va donner. Alors, il y a déjà la règle de base la plus commune, c'est que quand on est sur un contrat d'assurance, on peut résilier déjà de manière classique 2 mois avant sa date d'échéance, sa date anniversaire. Ça, c'est le premier point. Ensuite, on peut résilier, je vais donner un petit panel, on peut résilier pour une augmentation de tarifs. Et au niveau des contrats d'assurance pro, vraiment là, c'est très spécifique. Vous savez qu'aujourd'hui, quand on a passé plus d'1 an dans la même compagnie d'assurance, par exemple pour ma voiture, mon contrat il a 1 an, même si je ne suis pas à la date anniversaire, je vais pouvoir le dénoncer. Et sous 1 mois, je passe chez mon nouvel assureur. C'est la loi Hamon, effectivement, et qui permet, en fait, il faut que le contrat ait plus d'1 an, on est d'accord, 1 an vraiment date à date, et à partir de là, je peux le résilier à chaque mois, en fait, à chaque fin de mois. À partir du moment où il a plus d'1 an. À partir du moment, c'est ça, où j'ai prévenu mon assureur et il y a un préavis d'1 mois. Oui. Voilà. Mais ça, alors, pour répondre à ces questions de ces personnes, on peut nous s'occuper de ça même en plus, parce que si l'intérêt c'est ça, il suffit de prendre contact avec un de nos collaborateurs, toujours pareil, 3015, comme je disais tout à l'heure, et on peut se charger de la démarche, ou en tout cas expliquer comment ça se passe et faire le nécessaire. Ça, c'est des choses qui sont faisables et ce qui évite effectivement de se poser des questions ou de rater quelque chose parfois, parce que je ne suis pas au fait de la situation. Donc, il ne faut pas hésiter à revenir vers nous, bien évidemment, parce que ça, on peut apporter des solutions et on peut s'en occuper. Ça sera hyper simple et vous ne poserez pas ce genre de questions, parce qu'on va vous dire, OK, on va faire comme ça et tout sera fait voilà, pour vous soulager, pour vous rendre les choses simples et faciles. Il y avait une question d'Angélique qui disait « J'ai fait un devis à mon assureur MAF et il m'a dit qu'il devait venir chez moi pour voir ce qu'il devait assurer, sachant que mon entreprise est un salon de toilettage chez moi. » Eh bien, vous savez quoi, Angélique? C'est un bon conseiller, un bon assureur. Parce qu'ils ne se déplacent pas tous toujours. Et c'est vraiment le bon truc, c'est que nous, en tant que particuliers, on a tendance pas forcément à avoir toute la surface exploitable et c'est pas parce que c'est chez vous, comme on vous disait tout à l'heure, que ce n'est pas professionnel. Donc, c'était une très bonne réaction de vouloir venir voir le cadre
du coup. Et pour rebondir sur ce que vous dites, Maud, c'est tout à fait notre façon de fonctionner. Les collaborateurs, ils se déplacent et c'est leur vocation. En fait, ils vont venir rencontrer le chef d'entreprise, donc déjà faire une analyse des besoins et tout ça, tout ce qu'on a pu dire jusqu'à présent, mais aussi surtout voir le local. Et avec l'œil avisé d'un expert, il est capable de dire, tiens, là, vous avez telle fermeture sur cette porte, vous avez tel souci, peut-être souci ou pas, mais en tout cas, peut-être mettre le doigt sur des éléments que moi, personnellement, créateur, j'ai pas obligatoirement pensé. Et justement, fort de tout ça, il est capable de faire une proposition la plus adaptée possible à la situation du chef d'entreprise. Et c'est vraiment pour nous une vraie force, le fait de venir se déplacer et de rencontrer, de voir les locaux et de rencontrer nos clients ou prospects. Ça, c'est très, très important, oui. Alors, ça nous permet de voir ce qu'il en est et ça nous permet de donner du conseil, bien sûr, et de la prévention. C'est super important. Eh bien, je crois qu'on a été assez complet, j'espère. Oui. De toute façon, je pense que c'était très clair. Vous allez recevoir des liens suite au webinaire. Vous allez recevoir le replay aussi. C'est possible de le re-regarder. Vous avez eu les liens dans le chat. On vous les renvoie de toute façon. Le vrai conseil, c'est venez nous voir pour qu'on en discute, d'accord? Pour qu'on soit au plus proche, au plus près. Donc, on vous remercie beaucoup de votre participation, d'avoir été présent avec nous. Merci à vous. Et puis, merci Patrick, merci Isabelle. Merci à toi, Maud. Merci à tout le monde. Et merci à tous les participants aussi, bien sûr. Merci à tous. Bonne journée, au revoir. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.